Alors aujourd'hui on va aborder un point, le point peut-être le plus connu, le plus attendu on va dire d'un cours sur l'histoire de la lumière. Je vais vous présenter quelques éléments qui ont permis de répondre au fil des âges à la question est-ce que la lumière c'est plutôt une onde ou plutôt des corpuscules. Donc il y a plusieurs théories et visions qui se sont affrontées et je vais vous présenter donc quelques éléments. J'emploie vraiment le mot élément de façon volontaire. L'histoire complète de ça, ça prendrait vraiment des heures. Vous avez des bouquins comme ça qui sont juste consacrés à un des transparents que je vais montrer à chaque fois. C'est vraiment une histoire qui est très riche, qui est du coup pas forcément très simple tout le temps non plus. Donc je vais essayer de vous montrer les choses qui m'ont semblé intéressantes. Je ne connais pas tout non plus sur ce sujet, c'est vraiment très vaste. Est-ce que vous pouvez me dire des choses sur les gens qui auraient des théories corpusculaires ou ondulatoires, ou qui a trouvé que... Est-ce que vous pouvez associer des noms, par exemple, à la théorie corpusculaire de la lumière, en particulier, et d'autres à la théorie ondulatoire de la lumière? Peut-être pas, hein, j'en ai parlé un peu, mais c'était un peu rapide, donc juste aussi là par curiosité. Huygens, ce serait quoi? Les ondes, d'accord. Alors, il y en a un au moins que vous devez sortir comme ça pour la théorie ondulatoire aussi, parce qu'en gros, c'est le gars qui a découvert les interférences, on va dire. Quand on vous présente les interférences en cours, on vous parle d'un gars. Jung, ouais. Toi, tu as dit Fresnel? Ouais. Donc Fresnel aussi, on va voir que ces deux-là sont vraiment très liés, effectivement. Et vous savez à quelle époque c'est, ça? C'est les contributions de ces deux gens-là? Donc 18e, c'est-à-dire 1700 et des bananes? 1800 et des bananes? Et des petites bananes, des grosses bananes? Des toutes petites bananes. Ouais. C'est le début du 19e, effectivement. 1800, 1810, 1820. Alors, comme pour les autres cours, moi, je vais commencer au XVIIe siècle. Et en fait, je vais commencer un peu plus tard que d'habitude. Je ne vais pas considérer Kepler, Descartes et tout ça. Ce qu'ils ont à dire sur le sujet qui est ici est un peu moins intéressant que les deux que je vais aborder tout de suite, Hooke et Newton. Donc, mon histoire, elle va vraiment commencer là, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Du coup. Et donc, je vais commencer l'histoire avec ce qu'on appelle la couleur des lames minces, un phénomène observé notamment par Robert Hooke, qui était un contemporain de Newton, un rival de Newton aussi, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et Robert Hooke donc, observe que lorsqu'on met des lames de verre en contact, très serrées l'une avec l'autre, eh ben, on observe des couleurs. Ça ressemble vraiment à ça. On voit ça si on fait des lames suffisamment fines et qu'on les regarde dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est un phénomène que vous avez tous déjà vu. On rencontre ce phénomène-là. Vous pouvez me dire dans quelle situation courante de la vie de tous les jours on rencontre ce genre de figure-là? Quand on fait de la bio, d'accord. Donc on regarde le microscope. Ouais. Donc effectivement, c'est comme ça que lui il y est arrivé. Hein. Lui, Robert Hooke, il a écrit dans cette année-là Micrographia, où il présentait des observations microscopiques. Donc c'est probablement à cette occasion qu'il a observé ça. Mais aujourd'hui, on voit ça ailleurs. Hein. Dans les taches d'essence sur la route. Ouais, effectivement, les taches d'huile ou d'essence sur de l'eau, sur les flaques, ça fait une très fine couche à la surface de l'eau, et cette couche, en fait, elle se comporte comme une lame mince. On verra un schéma tout à l'heure, et ça fait effectivement cet effet-là. De façon encore plus courante, selon vos activités, on va dire, ludiques, si vous vous amusez avec des bulles de savon, vous voyez ça aussi, vous l'avez dit? Ouais, mais je n'étais pas sûr. Du coup, donc effectivement, sur les bulles, une bulle de savon, c'est une lame c'est effectivement une lame qui est délimitée par des molécules hydrophobes. Et ça se comporte aussi de cette manière-là. On voit des couleurs comme ça, juste là, à la surface des bulles. Vous avez tous déjà vu ça, hein? Pas forcément aussi bariolé que ça, mais on voit des couleurs comme ça. Donc Hooke observe ça. Il a du mal à expliquer ce phénomène-là, savoir à quoi c'est dû, mais en tout cas, il semble remarquer que la couleur qu'il observe soit liée à l'épaisseur locale de la lame d'air. Donc avec son microscope, il essaye de mesurer aux endroits où il y a du rouge l'épaisseur, aux endroits où il y a du bleu les épaisseurs, et lui il arrive à la conclusion que là tout ça c'est des endroits où la lame a la même épaisseur, là aussi, mais par contre là n'a pas la même épaisseur que là, etc. Ça donne une sorte de courbe de niveau de l'épaisseur. Il fait cette observation-là, c'est assez peu précis, qualitatif, il n'y a pas vraiment moyen en fait, de la mesurer précisément cette épaisseur, mais il fait cette hypothèse-là. Donc ça c'est 1666. Alors Newton,
Isaac Newton, qu'on a déjà rencontré plusieurs fois, il a l'idée suivante. Il se dit, je vais reprendre l'expérience de Hooke, mais en contrôlant vraiment l'épaisseur de la lame d'air de la manière suivante. Je vais prendre une lame plane, une lame ici sphérique avec un rayon de courbure assez important, je vais les coller. Et du coup, si je connais le rayon de courbure ici de la sphère, je sais quel est le rayon total de la sphère qui colle à cette forme-là, et ben du coup, je peux faire avec un calcul géométrique très simple, je peux calculer l'épaisseur qui est ici en fonction de la distance qui est là. C'est pas forcément très très facile, mais ça se fait, ça se calcule. Et Newton savait faire ça. Donc Newton arrive effectivement avec ce dispositif-là à avoir un dispositif dans lequel il sait exactement, quand on s'éloigne du centre, de combien a varié l'épaisseur du dispositif. Ça va s'appeler les anneaux de Newton, et c'est le dispositif que vous avez vu là, ce que vous avez regardé tout à l'heure. Donc ici, là, ça s'est monté sur un pied, vous avez regardé, vous, probablement par ici, voilà, vous avez regardé là, là c'était plutôt un verre dépoli, et donc vous aviez vu des anneaux, plus précisément, vous avez vu quelque chose comme ça, vous voyez pas très bien là, c'est ça que vous avez vu. Donc Newton observe ça, et donc il arrive du coup à savoir à quelle épaisseur correspond l'anneau qui est là, quelle épaisseur l'anneau qui est là, etc. Alors je vais présenter quelques dates là dans ce qui va suivre, il y a 1704 en gros ici, donc je veux juste vous mettre en garde un petit peu contre ça, ne prenez pas la date qui est ici au pied de la lettre, c'est un petit peu compliqué la chronologie d'Isaac Newton. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il s'intéresse à la lumière dès 1666, donc en même temps que Hooke présentait les observations dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il fait beaucoup d'expériences entre 66 et 68. En fait, à ce moment-là, il a le temps, il est tranquille, parce qu'il est à la campagne. Vous savez pourquoi il est à la campagne? Ouais, mais pourquoi il est parti là-bas? En fait, il y avait la peste à ce moment-là en Angleterre. Et donc lui, il était à Cambridge, et c'était le moment pour lui de partir, voilà, laisser les autres gens mourir de la peste, et lui, il avait sa maison à la campagne. Donc il était pendant 2 ans, effectivement, plutôt tranquille, et il a eu l'occasion, du coup, de mener des expériences d'optique, notamment, dans cette période-là. Et quand il est revenu en 69, il est revenu à Cambridge, là, il a travaillé de manière plus académique, il a commencé à communiquer sur ça, donc devant des académiciens notamment, je reviendrai tout à l'heure sur les rôles des académies, mais voilà, donc, il commence à publier des choses à partir de cette date-là. Il publie ensuite 2 ouvrages, un en 1687 qui est les Principia, ça c'est plutôt la mécanique, il met un petit peu d'optique dedans, et surtout il résume tous ses travaux d'optique dans un bouquin qui s'appelle Optique, ce que vous avez là-bas, en 1704. Donc la date que j'ai indiquée ici, c'est la date de publication de ce bouquin-là. Mais vous voyez que déjà quasiment 30 ans avant, plus de 30 ans avant, il avait déjà sorti des choses. Donc ce que je vais vous montrer ici, je vais vous montrer des choses aussi qu'a fait Huygens, qui seront aussi à cette époque-là. Tout ça, c'est contemporain. En fait. Donc, voilà. Il sort une version en latin aussi, pour les geeks de l'époque. Donc c'est une version vraiment pour les savants. Voilà. C'était l'usage d'écrire en latin, donc il sort une version en latin 2 ans plus tard. Alors, muni avec ces anneaux de Newton, là, voilà comment il analyse la chose. Donc il s'aperçoit de quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, mais il s'aperçoit quand on regarde de ce côté-là, qu'on regarde de ce côté-là, de son dispositif, on ne voit pas la même lumière. C'est-à-dire que les anneaux, là où on voit des anneaux lumineux, ça représente des anneaux. Là, c'est le centre, là, c'est le premier anneau qui fait comme ça, le deuxième, etc. Donc ici, c'est des anneaux lumineux, là où il y a des traits. Si on les regarde de ce côté-là, on voit les anneaux ici. Si on les regarde de l'autre côté, on voit la figure complémentaire, en fait. Là où il y avait de l'ombre, il y a de la lumière, et vice-versa. Donc la figure en réflexion et celle en réfraction, enfin en transmission, on va dire, sont complémentaires. Donc il livre ce schéma ici, qui correspond à sa vision, avec de la lumière incidente, et puis de la lumière qui ou bien passe de ce côté-là, ou bien est réfléchie de l'autre côté. Avec toute la lumière incidente, finalement, elle est aiguillée d'un côté ou de l'autre. Alors il reste à savoir pourquoi cette lumière-là, elle va là, alors que celle-là, elle est réfléchie. Bon, ça, il a une explication, effectivement. Mais voilà la manière dont il présente les choses. Et alors, il a aussi, de manière très soigneuse, écrit les couleurs qu'il voyait. Donc là, dans le dispositif que vous avez regardé, on ne voit pas très bien les couleurs. En fait, il faudrait faire la figure de manière plus lumineuse pour bien voir ça. Mais si on regarde attentivement, il y a effectivement des couleurs. Alors là, vous ne voyez pas très bien. Alors, j'ai pas trouvé
une image en résolution suffisante pour qu'on puisse vraiment voir très clairement ce qui est écrit, mais je peux vous le dire. Donc c'est marqué des noms de couleurs partout. Il y en a au-dessus et en dessous. Au-dessus, c'est ce qu'on voit qui est réfléchi, et en dessous, c'est ce qui est transmis, hein, c'est la figure de tout à l'heure. Et on arrive à repérer ici, même si on n'arrive pas à lire, on voit des mots qui sont petits, ça c'est red, donc c'est rouge là, rouge là, rouge là, rouge là, par là aussi, voilà. Rouge, 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 et puis là il y a du greenish blue, donc du bleu vert, voilà. Et vous voyez aussi qu'il y a du rouge ici, donc du rouge qui est transmis entre les deux parties où c'était réfléchi. Il y en a aussi là, il y en a aussi là, etc. Donc il écrit toutes les couleurs comme ça. Et alors du coup, ce qu'il peut faire avec ça, c'est qu'il peut regarder par exemple pour le rouge, il peut mesurer ici l'épaisseur de la lame d'air qui correspond au rouge, celle qui est ici aussi, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Et quand il fait ça, il remarque un truc vraiment super intéressant et étonnant, c'est que toutes les épaisseurs ici sont des multiples de cette épaisseur-là. C'est-à-dire que là, vous avez une certaine longueur, là, vous avez le double, le triple, le quadruple, le quintuple. Vous voyez ici apparaître quelque chose que vous connaissez, hein. Vous avez vu, effectivement, vous qui avez appris l'optique ondulatoire, vous voyez une notion de périodicité ici. Il y a vraiment quelque chose qui se répète, une longueur qui se répète. Ça jouera un rôle très important dans la suite. Alors, il faut aussi que je vous raconte un petit peu ce que c'est que les couleurs pour Newton. Parce que là, il a montré des couleurs. Pour vous, les couleurs, c'est des longueurs d'onde. À l'époque, ce n'était pas du tout ça. On ne savait même pas que la lumière était une onde. On ne savait pas ce que c'était que les couleurs. Et tous les gens avaient un peu leur théorie sur ça. Donc pour Newton, lui, il a une vision corpusculaire de la lumière. La lumière, c'est des petites billes qui ont certaines caractéristiques. Et ce qui détermine leur couleur, c'est vraiment... la couleur, c'est une caractéristique des corpuscules. Laquelle, alors ça, c'est pas tellement évident pour lui. Il propose, selon on regarde, des fois c'est la masse, des fois c'est la vitesse. Voilà. Il n'a pas vraiment de moyen de trancher simple. Je vais quand même en présenter au moins un tout à l'heure, mais qui n'est pas très probant. Mais voilà, il propose qu'en fait, on ait des corpuscules qui, si c'est leur masse, vous avez les gros qui sont rouges et puis les petits qui sont bleus, en gros. Si c'est la vitesse, ils ont toutes la même masse, mais ceux qui vont vite, c'est le rouge, et ceux qui vont pas vite, c'est le bleu, et puis toutes les pièces intermédiaires, c'est les couleurs intermédiaires. Et le point important ici, aussi, c'est que la sensation de couleur, pour lui, c'est dû à une vibration de la rétine. Donc l'image qu'il a, c'est, on a les photons, complètement anachronique, j'enlève le mot photon, pas du tout. On a les corpuscules qui arrivent, qui traversent le cristallin, tout ça, qui tapent au fond de la rétine, et là, ils mettent tout en branle, ils font une sorte de tremblement de rétine, voilà, et ça fait vibrer la rétine avec une certaine fréquence, on dirait aujourd'hui, et c'est ça qui détermine l'impression de couleur. Mais ce qui est un petit peu difficile aujourd'hui pour nous de comprendre et de visualiser, c'est que pour lui, la couleur elle-même, c'est pas forcément quelque chose qui est attaché au corpuscule. Je vous ai dit plus haut que ça l'était, plus précisément, je vais le redire autrement. La masse ou la vitesse du corpuscule, c'est ça qui va déterminer en gros l'impact de corpuscules sur la rétine. Si le machin il est gros ou il va vite, paf, ça va faire un gros impact, ça va faire des grosses vibrations et ça va nous apparaître bleu plutôt que rouge. Ou l'inverse suivant la vitesse. Mais il n'y a pas la notion de le rayon au départ est rouge ou est bleu. Et ça, il le discute vraiment beaucoup. Isaac Newton, il explique notamment que les couleurs, il y a d'autres choses qui font des couleurs que la lumière. Par exemple, si vous appuyez sur l'œil, vous appuyez sur votre œil, vous voyez des couleurs aussi. Pourtant, ce n'est pas de la lumière du tout, il n'y a pas de lumière qui vous est arrivée. Donc, c'est malin du coup. Enfin, effectivement, il imagine des situations où on voit des couleurs sans lumière. Donc, pour lui, la couleur, ce n'est pas un attribut de la lumière. Et alors, il se fait aussi une remarque qui est très maligne, un truc qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler, c'est l'expérience suivante. Il se dit, en fait, donc vous vous rappelez que Newton a expérimenté avec les prismes, il sait que le rouge et le bleu ne se réfractent pas de la même manière. Il arrive à montrer que les corpuscules rouges doivent être plus rapides que les bleus si, effectivement, la couleur, c'est quelque chose qui est associé à la vitesse des corpuscules. Bon. Donc ça, il arrive à le montrer, selon la manière dont le rouge est dévié par rapport au bleu dans un prisme. Donc le rouge va plus vite. Du coup, il se fait la remarque suivante. À cette époque-là, vous vous rappelez que Romer, là, vers 1676, avait montré que la lumière avait une vitesse finie en regardant les satellites de Jupiter, en regardant le retard des émersions. Donc les satellites de Jupiter tournent autour de Jupiter, rentrent de temps en temps dans le cône d'ombre. Ça, on peut minuter et dater
ces événements, et puis on voit que selon la position de la Terre par rapport à Jupiter, ils sont plus ou moins en avance. Ça montre que la lumière a une vitesse finie. Et Newton donc, le savait, et se dit la chose suivante. Si effectivement les corpuscules rouges sont plus rapides que les bleus, quand il y a une émersion, quand un satellite de Jupiter arrive dans l'ombre de Jupiter, très bien, ça arrête d'envoyer de la lumière du coup. Donc les derniers corpuscules émis, vous avez les derniers bleus et les derniers rouges qui sont émis en même temps depuis le satellite, et il y en a un qui est à la traîne par rapport à l'autre. Ici, c'est le bleu qui doit être à la traîne par rapport au rouge. Donc on devrait commencer à voir l'immersion du coup avec la couleur normale, puis le bleu qui disparaît, et puis il ne devrait rester que les corpuscules rouges qui sont retardataires. Donc on devrait observer des couleurs dans les émersions et dans les immersions aussi d'ailleurs des satellites de Jupiter. C'est malin, hein. Et donc effectivement, on se dit oui, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à le faire. Donc Newton, qui est très bien, qui connaît les gens des milieux astronomiques, demande notamment à Flamsteed, qui est un astronome, de regarder. Bon, Flamsteed regarde, et lui, il ne voit rien. Donc il observe les émersions de satellites, et il dit non, je ne vois pas de changement de couleur. Cassini, lui, un peu plus tard, dit si, moi je vois effectivement que c'est plus rouge quand ça sort, voilà. Bon. Newton, il ne sait pas trop quoi faire de ça, en fait il s'en fiche un peu, il est déjà un peu passé à autre chose à ce moment-là. Bon, on se dit, les gens ils ont qu'à refaire l'expérience, on doit bien voir si c'est plus rouge ou pas. Et en fait, quand on essaye vraiment de se poser la question de comment c'est fait, on s'aperçoit que c'est une mesure qui est vraiment très délicate. Parce qu'il ne faut pas voir, par exemple, l'immersion d'un satellite dans l'ombre de Jupiter comme un truc instantané comme ça. Le satellite, donc vous avez le Soleil qui est là-bas par exemple, Jupiter qui est ici, donc avec son cône d'ombre derrière, et vous avez le satellite qui tourne autour de Jupiter. Le satellite à une certaine vitesse arrive au niveau de l'ombre, mais en fait, je ne sais pas si vous avez déjà étudié un petit peu les éclipses, quand vous avez une source de lumière comme ça, un peu grosse comme le Soleil et puis un corps, derrière l'ombre, ce n'est pas un cône très bien marqué. Il y a ce qu'on appelle la pénombre, et une zone de pénombre, une zone dans laquelle, si on s'y met, on voit une partie du Soleil encore, on n'est pas complètement masqué par le Soleil. Donc en fait, derrière Jupiter, il y a une zone de pénombre et puis une zone d'ombre plus fine. Donc, le satellite qui est en train de tourner autour, il rentre d'abord dans la pénombre, puis dans l'ombre. Donc quand on le regarde, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il disparaît assez progressivement et ça met à peu près 3 minutes. Donc, il met 3 minutes pour rentrer dans le cône d'ombre. Donc c'est pas un truc qui disparaît comme ça. Et du coup, si on s'amuse avec les valeurs actuelles qu'on connaît pour les dispersions du verre, etc., si on s'amuse aujourd'hui en connaissant la distance de Jupiter, en connaissant la différence d'indice entre le rouge et le vert, donc on peut remonter la différence de vitesse des corpuscules rouges et des corpuscules bleus par exemple, on arrive comme ça à savoir quel devrait être le retard des corpuscules bleus par rapport au rouge, et on trouve une dizaine de secondes. Donc voilà, ça 10 secondes, 20 secondes, alors que le phénomène total met 3 minutes. Donc en fait, sur les dernières 10 ou 20 secondes qui nous intéressent du phénomène, le satellite il est déjà quasiment dans le noir et on ne voit rien en fait, c'est juste trop sombre. Donc c'est vraiment une expérience qui est difficile à faire et c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous d'accord. Ça dépend aussi pas mal de la physiologie de l'œil, la sensation des couleurs, c'est quelque chose qui peut être aussi assez personnel et dépendre de la luminosité et tout ça. Donc, voilà. Donc l'idée était bonne, mais on n'arrive pas à trancher avec cette expérience pour savoir si effectivement le rouge et le bleu correspondent à des vitesses de corpuscules différentes. Alors il fait aussi d'autres choses avec ça, Newton, il expérimente avec des lumières qu'on dirait aujourd'hui monochromatiques, avec ses expériences des prismes. Newton sait décomposer une lumière blanche en ses différentes composantes, il en profite, donc il fait des expériences avec des lumières rouges, avec du bleu, etc. Il arrive à voir comme ça que effectivement la position des anneaux n'est pas la même pour les différentes couleurs, et ce qui rejoint un petit peu la figure qu'on avait vue tout à l'heure, où j'avais montré les couleurs en relation avec l'épaisseur de la lame d'air. Et alors il a une explication pour ça, il a une théorie qui s'appelle la théorie des accès, qui va perdurer pendant un peu plus d'un siècle. Donc là, ça c'est vraiment une citation de ce qu'a écrit Newton. On va regarder ensemble. Comme d'hab, on ne va rien comprendre, on va essayer de décrypter. Donc voilà ce qu'écrit Newton. Tout rayon de lumière, acquis en passant à travers une surface réfringente quelconque, a une certaine constitution ou disposition transitoire, qui dans le progrès du rayon revient à intervalles égaux et fait que le rayon, à chaque retour de cette disposition, est transmis aisément à travers la surface réfringente qui vient immédiatement après, et qu'à chaque intermission de cet état, il est aisément réfléchi par cette même surface. Je vais vous montrer après sur la figure ce que ça veut dire.
Non, mais une fois qu'on a vu la figure et qu'on relit ça, en fait, c'est plus clair. Les retours de la disposition d'un rayon quelconque à être réfléchi, c'est ce que j'appellerais ces accès de facile réflexion. Et les autres, ceux où c'est plutôt la transmission, c'est les accès de facile transmission. Et l'espace entre les deux, il appelle ça les intervalles. Et ce qu'il veut dire, Newton, ce qu'il dit en fait, c'est la chose suivante. Il dit, voilà, les rayons lumineux, ils arrivent ici sur une première surface, et là, il se passe un truc. À partir du moment où le photon... Je vais pas y arriver. À partir du moment où le corpuscule ici arrive sur cette interface-là, il se passe quelque chose dans le milieu qui est derrière, et le milieu ici est un petit peu transformé. Je vais vous dire après comment il visualisait ce truc-là, mais le milieu est transformé ici, et fait que le rayon, quand il arrive à ce niveau-là, il va être ou bien transmis, si la surface ici a été modifiée pour être plutôt transmissive, ou plutôt réfléchie, si effectivement le milieu était transformé de manière à être réfléchi. En fait, il donne une image de ça. Je vais même vous la donner. Je vais le faire après, mais autant vous la donner tout de suite. Il dit à un moment plus tard, vous allez voir, je vais vous montrer le texte, il dit, bon, moi je ne veux pas vous donner de modèle physique de ça, mais si vous y tenez, je peux vous donner une image. Imaginez un caillou qu'on jette dans l'eau, et puis qui fait des ondes autour de lui. Et bien c'est ce qui se passe ici. Un corpuscule arrive, paf, tape sur cette surface, déclenche des ondes qui se propagent vers l'extérieur là-bas, et suivant l'état de l'onde ici, et ben cette surface-là va devenir ou bien réfléchissante, ou bien plutôt transmettante. On va dire que ça existe, transmettante. Et comme il y a ce phénomène d'onde à la surface de l'eau, ça donne aussi l'idée de périodicité. C'est-à-dire que si effectivement, on va regarder le premier moment où ça passe, là, ici. Là, vous avez ici la lumière qui passe. Bah, si vous avez une épaisseur qui est 2 fois plus grande, et bah, il y aura 2 ondulations du milieu là, entre les deux, et ça sera revenu au même état, puis 3 ondulations aussi. Donc la périodicité, elle est due à ça. Elle est due au fait, au phénomène qui transforme l'état, disons, de cette surface-là en fonction de l'arrivée du corpuscule ici. Donc il ne dit pas que la lumière est une onde du tout. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un corpuscule, mais c'est l'état de la matière ici, ou de l'éther, on verra ça tout à l'heure, qui est transformé par l'arrivée du corpuscule. Voilà. Je vais vous dire aussi juste les mots qu'il a employés du coup, parce que l'image qu'il veut donner ici, elle est là. Après avoir montré comment cette loi a suivi ses observations, il ajoute, ça c'est dans l'article qui est ici, savoir ce qu'est cette action ou disposition, là, la théorie des accès, ce que je n'examine point ici. Alors en français on aurait mis ça dans un autre sens aujourd'hui, mais voilà, c'est pas ce dont il veut parler aujourd'hui. Ceux qui n'aiment point à admettre aucune nouvelle découverte, à moins qu'ils ne puissent l'expliquer par une hypothèse, ça je traduis, si vous insistez, virgule, peuvent supposer pour le présent que, comme pour les pierres jetées dans l'eau, il excite des ondulations. Ça donne clairement cette image. Après, il développe un petit peu, essentiellement, c'est ce que je vous ai dit. Donc voilà, ça c'était Newton et sa théorie des accès, qui est effectivement très intelligente et qui rend compte effectivement du phénomène et qui permet d'expliquer les couleurs des éléments. Alors au même moment, donc encore une fois ici au niveau de la chronologie, faire un petit peu attention, le traité de la lumière dans lequel Christian Huygens expose ce dont je vais vous parler a été écrit en 1978 et publié bien plus tard, et il a aussi communiqué entre les deux, donc c'est aussi autour de la même époque que Newton. Et donc Huygens, lui, propose quelque chose de vraiment complètement différent. Je pense que vous avez tous vu cette image-là. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette image est vraiment extrêmement célèbre. Donc elle est tirée de ce livre de Huygens. Et voilà donc, il explique ici, donc on va lire ensemble. Alors là, c'est du vieux français avec des S qui sont des F. Moi, j'arrive pas à lire ça sans faire des F dans ma tête, mais je vais essayer. Il faut considérer plus particulièrement l'origine de ces ondes. Il est en train de parler effectivement des ondes de lumière et la manière dont elles s'extendent. Premièrement, il s'ensuit de ce qui a été dit, de la production de la lumière, que chaque petit corps, un corps lumineux, comme le soleil, une chandelle ou un charbon ardent, engendre des ondes dont cet endroit est le centre. Chaque point ici, ABC, émet des ondes, et vous voyez ici, il a dessiné des bandes circulaires qui partent de chacun des points ABC. Ainsi, dans la flamme d'une chandelle, étant distingués les points ABC, les cercles concentriques décrits autour de chacun de ces points représentent les ondes qui en proviennent. Et il faut concevoir de même autour de chaque point de la surface et d'une partie de dedans de cette flamme.
Ça, c'est quelque chose que vous avez tous déjà fait, du coup, quand vous avez fait de l'optique ondulatoire. Vous avez tous, à un moment donné, appliqué ce qu'on appelle le principe de Huygens-Fresnel aujourd'hui. Je reviendrai sur Fresnel plus tard, où on dit, bah voilà, une source lumineuse, c'est tout un tas de points qui émettent des ondes sphériques. Alors, ça, c'est Huygens qui propose ça. Et plus précisément, le principe de Huygens, qui est le premier à proposer, c'est le suivant. Il remarque, en fait, la chose suivante, c'est que si on met à ces endroits-là, par exemple, des sources lumineuses, voilà, qui émettent donc chacune des ondes sphériques, on laisse les ondes se propager. Au bout d'un certain temps, les ondes émises par les points ici sont représentées par les arcs de cercle qui sont là. Et vous voyez que ces arcs de cercle ici, ils se renforcent beaucoup là, sur la ligne qui est ici. Quand on les superpose les uns les autres, vous avez ici une zone de concentration du coup d'onde qui est importante. Et en fait, ce que dit Huygens, c'est qu'essentiellement, l'onde, on va avoir l'impression qu'elle est ici. La superposition de tous les cercles ici, elle est là. Et ça se comporte du coup comme si ça avait été émis par une source unique, qui serait là. On peut renverser l'argument. Une onde ici qui émet de la lumière pour donner ce qu'on appellerait aujourd'hui ce front d'onde-là, et ben on peut la remplacer par tout un tas de sources ici, le long d'un des fronts d'onde, qui émettent chacune à leur tour des ondes circulaires. Ça, c'est ce que vous avez appelé probablement des sources secondaires quand vous avez appliqué le principe de Huygens-Fresnel en optique ondulatoire. Voilà. Donc ça, c'est Huygens qui le propose. Donc j'insiste ici sur le fait que ça, on ne le voit pas selon lui, c'est trop faible, parce que pour lui, donc, il y a tout un tas de sources qui peuvent être mises ici. Le rond qui est ici, là, par exemple, ça, c'est dû à la source qui est là, probablement. Voilà, c'est une seule des sources. Et donc, c'est 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça représente 1/6 de la lumière qui est là. Donc, c'est pas beaucoup par rapport au total qui est là. Et si à la place de mettre 6 sources ici, on en met 150 ou 10 000, bah ça va juste être 1 150e ou 1 10 millième. Donc, ça devient vite négligeable. Ça, c'est important pour Huygens et même pour la suite. Parce que ça, c'est ce qui va lui permettre à Huygens d'expliquer le point d'achoppement, le point qui pose problème dans la théorie ondulatoire pour tous les gens, c'est le fait que la lumière se propage en ligne droite. L'hypothèse ondulatoire, elle a été pas mal développée en analogie avec le son, et on a l'impression dans la vie de tous les jours que le son contourne les obstacles, que le son se propage dans toutes les directions, mais qu'il ne se propage pas spécialement en ligne droite. Si vous parlez, vous avez un mur insonorisé, vous faites un trou et puis vous parlez, vous n'avez pas un cône de son derrière comme ça qui s'étend, vous avez vraiment le son qui repart dans toutes les directions. Alors ça, je vais vous faire un petit schéma ici. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais la manière dont Huygens explique ça, donc il se dit la chose suivante. Huygens, il dit, imaginons qu'on prend un obstacle qui est comme ça. Voilà, ça c'est un obstacle. On envoie de la lumière dans cette direction-là. Donc aujourd'hui, on dirait, on envoie des fronts d'onde qui sont comme ça, voilà. De la lumière, une onde plane qui arrive comme ça. Et donc Huygens, avec le principe qu'il expose ici, se dit la lumière qui ressort de la fente ici, c'est celle qui serait due à tout un tas de petites sources que je mets ici, les sources secondaires, et qui émettent chacune des ondes sphériques. Et si on fait le dessin des ondes sphériques ici qui sont émises par chacune des sources, on arrive à quelque chose comme ça, donc ça n'est pas très joli. Je vais essayer de vous expliquer l'esprit de ça après. Et quand on en trace beaucoup comme ça, on voit ici une accumulation importante de lumière là-dessus. Voilà. Et les contributions qui sont ici, elles sont très faibles, c'est les mêmes ordre que celles qui sont là-bas sur les côtés. Elles sont juste dues à quelques sources, et donc Huygens dit, mais ça, du coup, on ne les voit pas, c'est très faible. Et là aussi. Et donc, ce qu'on voit, on peut continuer le raisonnement comme ça au fur et à mesure que ça se propage, et ce qu'on voit, finalement, c'est vraiment un front d'onde bien délimité, comme ça, et qui est délimité par la forme qui est ici. Donc voilà, à cause du fait qu'on ne voit que les endroits où les ondes se renforcent, ça explique vraiment la propagation en ligne droite, et donc du coup la formation d'ombres bien définies, c'est ça que je suis en train de dire. On envoie de la lumière sur un trou ici, on va avoir une ombre qui va avoir la forme du trou. Donc ça, Huygens, c'est vraiment le premier à l'expliquer comme ça. Ça ne convainc pas tout le monde, hein. On va voir dans la suite que la théorie ondulatoire a beaucoup de mal à s'imposer, mais en tout cas, les choses qui vont être ensuite acquises et acceptées, c'était déjà lui qui les avait dites. Alors, juste pour vous donner quelques éléments de comparaison entre la théorie ondulatoire et corpusculaire, j'ai juste mis quelques éléments ici. La théorie ondulatoire, telle que proposée par Huygens, explique la réfraction, à la condition que la vitesse de la lumière soit plus faible dans le verre que dans l'air, ça j'en ai déjà parlé longuement.
Ça explique aussi la propagation en ligne droite, mais de manière un peu indirecte. Il faut faire l'hypothèse que les petites arcs de cercle sur les côtés, on ne les voit pas là. Ça explique mal les phénomènes liés à la polarisation. Là, je prends un petit peu d'avance sur la suite. Il y a des phénomènes qui ne seront pas expliqués très bien par ça. La théorie corpusculaire, elle explique aussi la réfraction. C'est pour ça d'ailleurs que les deux coexistent, hein, c'était la moindre des choses. Mais il faut cette fois que la vitesse de la lumière soit plus grande dans l'air que dans l'air. Et le point important aussi, et certainement la raison principale pour laquelle c'est elle qui, pendant plus de 100 ans, va dominer, c'est qu'elle permet une vision unifiée de la physique, c'est-à-dire on peut faire de l'optique en faisant de la mécanique, finalement. Newton avait établi les lois de la mécanique qui marchent extrêmement bien pour décrire le mouvement des planètes et tout ça, on a une précision fabuleuse. Donc les gens se disaient, ben, ce truc fabuleux là, on a envie que ça marche partout, que toute la physique soit expliquée avec ça. Donc si on arrive à faire de l'optique en appliquant les lois de la mécanique qui marchent si bien, et ben on aura une optique qui va aussi marcher très bien. Et donc ça se fait remarquer, enfin ça se fait bien avec la théorie corpusculaire, tandis que la théorie ondulatoire, ça oblige à amener une nouvelle manière de décrire les choses. Par contre, un problème que ça a, c'est le fait que quand vous envoyez deux faisceaux de lumière l'un sur l'autre comme ça, ils se croisent sans se faire mal, sans se gêner. Ça, c'est un peu c'est difficile à expliquer avec du corpuscule. Si vous faites ça avec des particules, vous envoyez des billes, un faisceau de billes sur un faisceau de billes, ben, vous aurez des billes partout. Donc, la lumière, c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un problème important de la théorie corpusculaire. Alors, dans le siècle qui va suivre, le XVIIIe siècle, je vais juste vous donner quelques petits points parce que je vais m'attarder à ce qui va se passer au début du XIXe, mais vous avez vraiment une grande activité sur tout ça. Quasiment tous les scientifiques mettent leur grain de sel dans l'histoire. Donc, par exemple, Léonard Euler, que vous connaissez peut-être plutôt comme mathématicien, mais qui a fait aussi de la physique. Donc, il s'est intéressé à ces questions. Lui, il avait développé un modèle un modèle ondulatoire. Et une des choses qu'il a faites en détail, c'est d'analyser la propagation de la lumière dans cette théorie ondulatoire, mais aussi dans la théorie corpusculaire, et dans le but d'expliquer les propriétés de l'aberration stellaire. Simplement, le truc, c'est que Léonard Euler, effectivement, il fait cette comparaison entre les deux, ce qui vous montre qu'à l'époque, effectivement, il n'y en a pas une qui est plus évidente que l'autre. La question se pose vraiment, est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est un corpuscule? Vous avez parlé déjà d'Alexis Clairaut, donc là on arrive à quasiment la moitié du XVIIIe siècle. Alexis Clairaut qui avait étudié la façon dont les différentes couleurs sont réfractées dans les prismes, hein. Il était intervenu dans la conception de bleuets achromatiques dans les lunettes. Il a aussi formulé une théorie précise, une théorie corpusculaire précise, où vraiment il s'est intéressé au mouvement du corpuscule suivant les forces qui ont été appliquées. Quelle force il doit y avoir entre l'air et le verre pour que les corpuscules soient attirés vers le verre et suivre les lois de la réfraction qu'on connaît. Et il se base vraiment, lui, sur le fait que c'est la vitesse qui est le paramètre de la réfraction, c'est-à-dire qui indique les couleurs. Voilà. Donc, les couleurs sont liées à la vitesse des corpuscules pour Alexis Clairaut, et ce qu'il développe, c'est un édifice qui est vraiment qui marche bien, qui est cohérent, et voilà. Donc, après les travaux d'Alexis Clairaut, on peut effectivement croire que la théorie corpusculaire est la bonne. C'est pas tout à fait définitif non plus, il y a des choses qui ne sont pas expliquées par la théorie corpusculaire, ni d'ailleurs par la théorie ondulatoire. Par exemple, les phénomènes de diffraction. Je vous avais montré l'autre fois, indiqué que, donc 50 ans plus tôt, là, Grimaldi avait découvert les phénomènes de diffraction, et ça, personne ne les comprend. À cette époque-là, personne ne les comprend. Et du coup, les gens n'en parlent pas trop. Voilà. Ils essaient d'expliquer des trucs, ils expliquent beaucoup de choses, mais il y a encore des phénomènes qui résistent à ça. Dans toutes ces histoires-là, il y a un personnage dont je n'ai pas encore trop parlé, c'est l'Éther. Et donc toutes ces théories, qu'elles soient corpusculaires ou ondulatoires, j'insiste bien ici, font intervenir un truc. Chacun a son truc. Newton il a son truc, Huygens il a son truc. Ils vont tous leur donner le même nom parce que ça se ressemble un peu, mais ça a pour tous des propriétés très différentes. Ce truc, c'est l'éther. Donc c'est un fluide subtil qui emplit tout, qui est partout. Donc son rôle dans la théorie ondulatoire, c'est que c'est le support de la lumière. En fait, si la lumière c'est un truc qu'ondule, voilà, ce truc qu'ondule, c'est l'éther qui est en train d'onduler. Donc la lumière serait des vibrations. Pour Young, c'est vraiment des vibrations. Pour Huygens, c'est des ébranlements. Je vais vous dire la nuance tout de suite après. Longitudinaux de l'éther. Longitudinaux, c'est-à-dire dans le sens du mouvement. Donc, je tape par là,
et puis ça influe le voisin, etc. Et le mouvement des particules dans l'éther, il est dans le sens de la direction du mouvement. Ça va s'opposer à des vibrations transversales que j'introduirai tout à l'heure quand on parlera de la polarisation. Donc j'ai distingué ici entre vibration et ébranlement. Donc Huygens, il s'était intéressé en mécanique beaucoup au choc, notamment la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui quantité de mouvement, conservation de la quantité de mouvement. Donc il a été une des personnes qui a contribué à faire comprendre ça. Et donc lui, il comprenait très bien que si vous avez une chaîne de billes, et vous tapez, vous envoyez une bille sur l'autre, la deuxième va taper sur la troisième, qui va taper sur la quatrième, les billes vont être à la fin tout au repos, et c'est la dernière qui va se mettre en mouvement. Et donc l'idée qu'il avait, lui, de la propagation de la lumière, c'était ça. Donc c'était pas une onde comme aujourd'hui, où c'est un truc qui varie, enfin qui oscille, puis qui fait osciller son voisin. C'était vraiment un choc comme ça qui se transmet de proche en proche, ce que j'appelle des ébranlements. Pour Jung, dont je parlais tout à l'heure, c'était vraiment lui des vraies vibrations au sens même. Et donc tout ça, c'est l'éther là-dedans qui est mis en mouvement. Et puis alors dans les théories corpusculaires, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pour Newton, c'est ce qui permettait de faire les accès faciles en transmission ou en réflexion. Alors cet éther, il est vraiment bizarre comme milieu, parce que donc il doit être subtil dans le sens où il doit être très peu dense, parce qu'il ne doit pas gêner le mouvement des planètes. Parce que si on commence à se dire que les planètes elles sont en train de vibrer dans un fluide, il va y avoir des frottements, et le mouvement des planètes il est très très bien connu. S'il y a des frottements, ça perturbe toutes les prédictions, et ça ne marchera plus du tout, quoi. Donc on est quand même assez sûr qu'effectivement il n'y a pas de frottement, ou très peu, entre l'éther et les planètes. Il doit quand même tout remplir, donc il ne doit pas gêner le mouvement, il doit tout remplir, donc notamment il doit être dans les corps transparents, puisque c'est lui qui est responsable de la propagation de la lumière. Et donc, ce n'est pas forcément très évident à imaginer un corps qui a ces propriétés-là. En plus, vous vous rappelez que la vitesse de la lumière, elle est connue à cette époque-là, elle est énorme, la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde, c'est beaucoup, beaucoup plus important que la vitesse du son. Or, on comprenait déjà à cette époque-là que la vitesse d'une onde dans un milieu, c'était lié à l'élasticité du milieu. Donc, la façon dont le milieu se déforme. Donc pour que la lumière effectivement soit si rapide, il faut que le milieu soit très rigide. Plus un milieu est rigide, plus les ondes se déplacent rapidement dedans. Vous prenez un métal extrêmement dur, vous tapez dessus, l'onde elle va aller très vite. Vous prenez un truc mou, l'onde elle va aller doucement. Donc l'éther, puisque ça transmet des ondes de manière très rapide, ça doit être très rigide. Vous voyez, il y a déjà une contradiction. Ici, l'éther doit être à la fois fluide, ne pas gêner le mouvement des planètes, être partout et avoir une rigidité importante. Donc voilà, il faut avoir un peu d'imagination pour admettre ça. Alors il y a des gens qui vont pousser l'hypothèse corpusculaire très loin, notamment John Michell. Est-ce que vous connaissez John Michell? Non, ça vous dit rien. Donc il est plutôt astronome, John Michell, mais il s'est aussi intéressé à des questions optiques. Et il se dit la chose suivante: si la lumière est effectivement composée de corpuscules massifs, donc elle devrait être ralentie par la gravitation. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment faire d'astro, il veut mesurer la masse des étoiles, et il se dit, si on arrive à mesurer la vitesse de la lumière qui nous vient de différentes étoiles, on arrivera à mesurer de combien elle était ralentie, et donc quelle était la masse de ces étoiles. Donc ça, c'est aussi un truc, c'est vraiment malin pour... Enfin, c'est malin tout court, j'allais dire pour l'époque. Non, c'est malin tout court, bon. Et dans ce raisonnement, d'ailleurs, il remarque un truc, donc il fait des calculs, il se dit, voilà, les corpuscules ont une certaine masse, on s'aperçoit assez facilement que le mouvement des corpuscules ne dépend pas de leur masse, en fait. La masse, elle se simplifie quand on a une action gravitationnelle entre des corps. La masse du corps qui est attirée n'intervient pas dans l'équation du mouvement. Et donc, il arrive comme ça à faire les calculs, à voir de combien est-ce que la vitesse devrait être diminuée quand la lumière s'échappe d'une étoile. Et il le fait pour différentes masses d'étoiles. Et il remarque un truc, déjà. Tous les trucs importants. Il remarque que si l'étoile de départ est trop compacte, si la masse est importante dans un petit volume, le champ gravitationnel est important, et le ralentissement va être si important que la lumière ne va pas partir de l'astre. En fait, la lumière va partir puis revenir sur l'astre. Donc ne jamais nous arriver à nous. Donc ça, c'est quelque chose que lui a appelé, quelque chose que Laplace plus tard a appelé les corps obscurs, et c'est quelque chose qui reconnaîtra un renouveau super important au XXe siècle sous un autre nom, les trous noirs. Voilà, c'est exactement ça. Le trou noir, c'est dans le cadre de la relativité générale, mais l'idée est la même. Je mets la place ici parce que
C'est un gars bizarre, Laplace. Hein. Enfin, sur ce coup-là, donc il a effectivement lui aussi fait des calculs, probablement en ayant lu ce qu'a fait John Michel, mais il ne cite pas une seule fois Michel, et il appelle ça les corps obscurs, il fait comme s'il avait tout inventé. Bon. Et du coup, vous trouvez dans la littérature que Laplace aurait inventé les trous noirs, en gros. Non, il a piqué les trous noirs à John Michel qui les a inventés. Et alors, là où ça devient un peu plus intéressant en pratique, c'est que Michel réalise aussi que du coup, un prisme devrait permettre de déterminer, de mettre en évidence les différences de vitesse de la lumière. En effet, si c'est la vitesse qui est le paramètre de la réfraction, qui indique les couleurs ne sont pas réfractées de la même façon, donc les différentes vitesses de lumière, les lumières de différentes vitesses ne sont pas réfractées de la même façon, et donc si avec un prisme je regarde différentes étoiles qui ont des masses différentes, la lumière qui nous en arrive devrait avoir des vitesses différentes et donc devrait être réfractée de manière différente. Donc avec un prisme, on devrait pouvoir voir mesurer la vitesse de la lumière qui vient de chacune des étoiles et donc avoir accès à leur masse. Alors lui, il ne fait pas l'expérience, hein, et c'est Arago qui va le faire un petit peu plus tard. Alors ça, je voulais vous parler d'Arago, mais je ne vais pas le faire finalement. Arago, donc lui, il reprend cette idée de Michel et donc essaye effectivement de faire l'expérience. Donc les questions qui se posent, c'est la suivante. La vitesse de la lumière est-elle différente d'une étoile à l'autre? D'ailleurs, ça peut être parce que la masse des étoiles attire la lumière et la ralentit, mais aussi, pourquoi pas, parce que les étoiles elles-mêmes, elles ont une certaine vitesse propre, et que, voilà, elles envoient la lumière vers l'avant, donc ça nous arrive plus vite, ou bien elles sont en train de s'éloigner de nous, et du coup, la lumière qui nous en arrive va plus lentement. Imaginez différentes choses. Donc, Arago se pose la question générale, voilà, est-ce que je peux mesurer la vitesse de la lumière qui vient de différentes étoiles? Mettre en évidence toutes les différences de vitesse de la lumière. Il se pose aussi la question de savoir si cette vitesse dépend de la direction de la vitesse de la Terre. Donc pour ça, en observant une même étoile l'été et l'hiver, si vous avez une étoile qui est là-bas, là c'est le Soleil, là-bas l'étoile, vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil. L'été, la Terre est en train de s'éloigner de l'étoile, alors que l'hiver est en train de s'en approcher. Donc la vitesse relative entre la Terre et l'étoile n'est pas la même l'hiver et l'été. Donc, si effectivement, donc on peut s'attendre peut-être à voir un effet comme ça de différence de vitesse de la lumière qui nous arrive en fonction des saisons. Et donc ce que fait Arago, c'est qu'il utilise des prismes de ce type-là, ce qu'on appelle des prismes achromatiques. Vous vous souvenez dans le dernier ou dans l'avant-dernier cours, dans le dernier cours, je vous ai parlé de Dolon qui avait montré qu'on pouvait effectivement faire des prismes achromatiques, donc des prismes qui réfractent toutes les couleurs de la même façon. Et donc pour ça, on associe deux prismes faits dans des matières différentes. Vous avez un verre qui est ce qu'on appelle un flint, un autre qui est un crown, qui ont des propriétés de dispersion différentes. Et quand on envoie de la lumière blanche ici, là, il ressort de la lumière blanche là. Donc il va utiliser ça, Arago, pour essayer de mesurer des différences de vitesse de la lumière. Alors ce schéma-là précise un petit peu ce que je viens de dire. On voit un prisme qui est éclairé par un rayon bleu et un rayon rouge, qui viennent de la même direction, on les voit là à gauche, qui arrivent dans le prisme et qui sont réfractés de manière différente. Ce qu'on appelle un prisme achromatique, c'est un assemblage de deux prismes faits dans des verres différents, tel que le deuxième prisme renvoie les rayons lumineux bleus et rouges dans la même direction. Alors ils ne sont pas exactement confondus, mais c'est pas grave, ils semblent venir de la même direction, et donc si on met ça devant un télescope, ça va se recombiner en une lumière blanche, et on verra une lumière blanche en fait. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend un prisme de ce type-là, et il le met devant l'objectif d'une lunette, et puis il regarde avec des appareils précis, il regarde la position de l'étoile dans le ciel, il la regarde l'été, il la mesure l'hiver aussi, et les résultats qu'il trouve en fait sont négatifs. Donc ça c'est juste pour vous donner l'idée de la manière dont écrivait Arago. Donc ça c'est vraiment les observations qu'il a faites, qui donnent ici des noms d'étoiles. Vous avez ici Hydre par exemple, voilà, avec ici des angles, 10 degrés, 4 minutes, 19 secondes, 2, voilà, tout un tas d'observations à différentes époques de l'année. Et voilà, ça c'est vraiment les données qu'il a obtenues, une partie des données qu'il a obtenues. Et le résultat qu'il trouve à la fin est négatif, dans le sens où il n'observe pas de différence de vitesse de lumière entre été et hiver ou d'une étoile à l'autre. En fait, il a commencé par Jupiter, toujours Jupiter. Cette fois-ci, pas les satellites, mais vraiment Jupiter, parce que Jupiter, c'est une grosse étoile qu'on arrive bien à voir, enfin, c'est une grosse planète, c'est un gros objet dans le ciel qu'on arrive bien à voir. On connaît précisément son mouvement dans le système solaire, donc on sait précisément quand est-ce qu'il est en train de s'éloigner de nous ou de s'approcher, donc c'est
un bon objet pour commencer à jouer avec l'idée, à jouer expérimentalement avec l'idée proposée par Michel. Et donc effectivement on peut calculer la déviation qu'on attend et on n'en voit pas. Donc on a l'impression qu'effectivement la vitesse de la lumière est la même pour tous les corpuscules finalement, qui viennent de n'importe quelle étoile, qui viennent de Jupiter, et à n'importe quel moment de l'année qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne de l'objet. Alors l'interprétation qu'en donne Arago, elle est un peu plus tordue que ça. Donc lui ce qu'il dit c'est que l'œil n'est sensible qu'à certaines vitesses de la lumière, ce qui n'est pas idiot. Il dit en gros notre œil est sensible dans une gamme de couleurs données. Voilà, on voit entre le rouge et le bleu. Mais quand on pense à ça, on voit entre le rouge et le bleu, ça sous-entend qu'il y aurait quelque chose en dehors. Il y a déjà l'idée qu'on a quelque chose en dehors. Et de fait, donc Arago fait cette expérience en 1810, et voilà, en 1800 et 1801, on avait découvert les infrarouges et les ultraviolets. Donc on commençait déjà à imaginer que la lumière c'était juste un petit bout de quelque chose de plus grand. L'explication d'Arago est la suivante. Imaginons tout d'abord que la Terre soit immobile par rapport à une étoile donnée et qu'on observe cette étoile avec un télescope devant lequel on a mis ce prisme-là. Donc la lumière arrive depuis la gauche. Ce que j'ai représenté en gris ici, c'est un faisceau de lumière blanche donc qui vient de la direction de l'étoile. Il traverse les deux prismes et ce rayon est réfracté dans une direction donnée. On met le télescope derrière et on observe l'étoile. Très bien. Arago s'attend à ce que maintenant, si on observe une étoile qui soit en train de s'éloigner ou de se rapprocher de la Terre, la vitesse de la lumière qui nous en arrive va être différente. Imaginons par exemple que la lumière qui nous arrive soit plus rapide. Donc c'est ce que j'aurais représenté par le faisceau noir ici. Donc la lumière va être plus réfractée par l'ensemble du prisme et va repartir dans la direction noire. Et donc il s'attend à cette déviation-là. Il ne l'observe pas. Et l'explication qu'il en donne, c'est le fait que ces rayons ici plus rapides qui sont représentés par le faisceau noir en sortie du prisme sortent de la sensibilité de l'œil en fait. Ce sont des rayons que l'œil ne voit pas parce que la lumière en est trop rapide. Et l'œil voit uniquement les rayons correspondant au faisceau grisé. Alors comment ils arrivent cela? On vient de dire que la lumière était plus rapide. En fait l'hypothèse c'est qu'éventuellement une étoile émet tout un tas de corpuscules de vitesses différentes, donc on appellerait ça aujourd'hui une distribution de vitesse, et l'œil est sensible à cette partie de la distribution de vitesse qui va, après réfraction, arriver dans la direction grise. Et donc, quelle que soit finalement la gamme des vitesses incidentes à l'entrée du prisme, l'œil ne sera sensible qu'aux corpuscules qui repartent dans la direction grisée ici. Et donc, voilà. Si vous essayez de penser à l'expérience avec un vrai prisme, c'est-à-dire pas un prisme achromatique, mais un vrai prisme qui disperse la lumière, cette expérience-là proposée par Arago, vous la connaissez tous en fait. Si on ne prend pas un prisme achromatique, on prend un prisme qui est composé des couleurs, on regarde la lumière qui vient d'une étoile, vous avez le rouge qui est dispersé dans une certaine direction, le bleu dans une autre, etc. Si l'objet s'éloigne de nous, la vitesse des corpuscules diminue, donc la lumière est réfractée de manière différente, et donc là où c'était rouge, le rouge va se retrouver à un autre endroit. Ça veut dire que le spectre il est décalé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le décalage vers le rouge. Si un objet s'éloigne, du fait que sa vitesse, la vitesse de la lumière qui nous envoie diminue, ça décale le spectre vers le rouge. Il n'y avait pas cette idée-là du tout à l'époque, on ne sait pas de spectroscopie encore à l'époque, mais en fait, s'il n'avait pas pris un prisme achromatique, il aurait pu découvrir ça, en fait. Il aurait pi découvrir l'effet Doppler quasiment. Il ne l'a pas fait, et il s'est retrouvé avec une expérience qui donnait un résultat négatif et qu'il ne savait pas spécialement interpréter. Il était un peu embarrassé avec ça. Arago était à cette époque-là, 1810, vraiment pro-newtonien, pro-corpusculaire. Lui, il avait vraiment dans l'idée que la lumière, c'était des corpuscules. Il s'est appuyé sur les calculs de Clairaut, là, en disant voilà, c'est la vitesse des corpuscules qui délimite la quantité de réfraction, mais il n'était pas du tout dans l'optique de faire de la théorie ondulatoire. Je le dis parce qu'il va il va retourner sa veste, précisément il va changer intelligemment de point de vue quelques années plus tard. Donc j'en viens à Thomas Young. Donc, je vous en ai parlé un petit peu déjà de Thomas Young. Vous vous rappelez c'est quoi son métier à Thomas Young? T'as dit quoi?
Opticien, non. C'était un hobby en fait, l'optique. Dans les finances. Ah non, c'est pas lui. Non, lui, il est médecin en fait. Il est médecin, mais il a plein de hobbies et super intelligent. C'est lui qui parle vraiment plein de langues à l'âge de 13 ans. Il a contribué à déchiffrer les hiéroglyphes. Il a contribué à la physiologie. Il a fait aussi de la physique. Notamment, il a travaillé sur l'élasticité, sur le son et sur l'optique. Donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, il a aussi publié plusieurs choses, plusieurs articles avec des années différentes. Là, l'article fondateur, c'est vraiment 1802. Je vais vous montrer quelques extraits après, 2 extraits de cet article. Et donc Thomas Young, c'est un Anglais. Donc, il est très au fait, très baigné dans la culture newtonienne. On va dire, il connaît très bien ce qu'a fait Newton. Et ce que va faire Thomas Young, c'est en gros arriver à dire, voilà, en fait, Newton, c'était pas du tout un corpusculaire, on va dire, il n'était pas pour la théorie corpusculaire. Ce qu'il a écrit, en fait, je vais vous expliquer, moi, c'est de la théorie ondulatoire. Alors, je grossis le trait, hein, mais en fait, il va réussir, Thomas Young, à présenter une théorie ondulatoire de la lumière en s'appuyant beaucoup sur Newton. Je vais vous montrer quelques extraits après. Et dans l'article qui est ici, 1802, ce qu'il fait, c'est qu'il énonce quelques principes fondamentaux où, dans un premier temps, il n'y a pas spécialement d'expérience nouvelle, il essaie de réexpliquer des choses qu'on a déjà observées, mais d'une manière un peu nouvelle. Et voilà les principes que propose Thomas Young. Donc le principe de départ, c'est qu'un éther permettant la propagation de la lumière remplit l'univers ténu et élastique à un degré élevé. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, ça ne doit pas vous changer. Donc là, typiquement, il met une citation de Newton. Newton parle aussi de l'éther, dont il avait besoin aussi dans sa théorie. Et il dit, voyez, Newton, effectivement, était d'accord avec ça. Le principe 2, les ondulations sont excitées dans cet éther à chaque fois qu'un corps devient lumineux. Là, ici, après, je n'ai pas mis les citations de Newton, mais il le fait aussi. Ça revient finalement à ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, quand les particules arrivent sur la surface et qu'ils créent des ondes entre les deux surfaces de la lame d'air, voilà, Newton n'aurait pas été forcément en désaccord avec ça. Principe 3, les sensations des différentes couleurs dépendent des différentes fréquences des vibrations excitées par la lumière sur la rétine. Et là aussi, on retrouve aussi des choses qu'avait dites Newton. Alors c'est très partiel, enfin c'est très partial, pardon. Il prend dans Newton ce qu'il a envie de prendre et il présente du coup quelque chose qui quand même vraiment très coloré, ondulatoire. Voilà à quoi ressemble cet article. Donc ça, si vous voyez, c'est pas très bien, je vais vous raconter ce qu'il y a dedans. Les articles originaux de Young, comme beaucoup, sont accessibles librement sur Internet. Beaucoup de documents historiques aujourd'hui sont disponibles en PDF sur Internet. Donc là, si vous cherchez la référence qui est là-haut, là, vous cherchez par exemple Natural Philosophy Royal Institution sur Internet, vous cherchez Young et vous allez tomber assez facilement sur ça, c'est gratuit et ça vaut le coup ça vaut le coup d'être lu une fois, voir à quoi ça ressemble. Bon, il faut parler l'anglais, vous êtes tous parfaitement anglophones, hein, il n'y a pas de souci, ça ne vous fait pas peur, et puis vous aimez ça en plus, donc ça va. Donc cet article-là, je vous le mettrai sur le Moodle. Je vous invite à vraiment y jeter un œil, pas le lire en entier parce que ça va vous gaver. Après, il y a beaucoup de choses techniques, mais voir que c'est de l'anglais qui se comprend et des choses qu'on peut comprendre. Donc ça, c'est la page 2. Non, c'est un peu plus tard dans l'article. Il vous montre ici un tableau. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc Young reprend, dans ce que fait Young, il reprend notamment l'expérience de Newton avec les anneaux colorés là. Donc vous rappelez qu'une certaine épaisseur de la lame d'air correspondait à une certaine couleur et Young arrive vraiment lui à faire une correspondance entre les longueurs et les couleurs. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la longueur d'onde. Il a la périodicité du phénomène là, qui avait été mise en évidence par Newton. Voilà, ici il la retrouve et puis il donne vraiment des longueurs. Et si vous regardez les nombres qui sont ici, hein, vous allez trouver vraiment les longueurs d'onde. C'est les longueurs d'onde qu'on connaît aujourd'hui pour les différentes couleurs. Donc Newton écrit ici cette correspondance entre couleur
et longueur d'onde. Il met aussi du coup la fréquence faite par ici, voilà, nombre d'ondulations par seconde, donc 463 millions de millions, nous on aurait écrit ça plutôt avec des 10 puissance, ici ce serait des 10 puissance 12, donc 4 10 puissance 14 en gros, voilà. Et il indique ici du coup les fréquences qui sont associées. Ça c'est quelque chose que n'avait pas fait Newton par contre. Newton il aurait eu accès à ça sans trop de problème, mais par contre les fréquences, c'était pas comme ça qu'il voyait l'ondulation. Oui, c'était vraiment un phénomène spatial. L'éther se modifiait de façon spatiale quand une particule arrivait sur le premier dioptre, mais c'était pas quelque chose qui évoluait au cours du temps ou dont il voulait qualifier la variation de compte. De manière un petit peu curieuse ici, on voit que ça c'est 2 puissance 48. Je ne sais pas pourquoi il a eu envie de noter ça, mais voilà, You nous indique que ça c'est quasiment 2 puissance 48. Et je n'ai pas trouvé après dans le texte spécialement d'explication de ça. Autre chose intéressante, vous voyez tout en haut là-bas, avant le tableau, donc, pour passer des longueurs d'onde ici aux fréquences, il faut connaître la vitesse de la lumière. Et vous voyez qu'il décrit là-bas, pour la vitesse de la lumière, il dit la lumière voyage en 8 minutes 1 huitième pour faire 500 000, 1000 millions de pieds. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi il nous présente ça dans cette distance-là, avec ce temps-là? Pourquoi il ne nous dit pas ça vaut tant de mètres par seconde? Est-ce que vous voyez, est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous, ce 8 1 huitième minute là? C'est ça, effectivement, c'est le temps que met la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil. Donc en fait, il ne donne pas une vitesse ici, mais comme Romer l'avait fait avant, il donne juste le temps qu'il faut pour parcourir une distance donnée. Et cette distance en pied, là, écrite de manière un peu bizarre, ça c'est la distance Terre-Soleil. Voilà. Donc il nous dit juste, voilà, la lumière fait tant de 8 minutes et quelques pour faire la distance Terre-Soleil, et donc on en déduit les relations qui sont ici. Ok, donc voilà, ça c'était pour montrer un tableau aussi qui donne des valeurs modernes. Première fois où on a vraiment des valeurs modernes de fréquence pour les phénomènes lumineux. Alors ça, je vais le traduire aussi un petit peu, on dirait juste la fin de ça, et puis je vais vous montrer ici la première expérience dont il parle. Donc là c'est un article ultérieur en 1803, du coup, donc un an plus tard, où il va introduire vraiment il va commencer là à faire des expériences d'interférence en fait, pour essayer de mettre à l'épreuve la théorie ondulatoire qu'il propose. Et donc ce qu'il dit ici à partir de là, donc, la proposition sur laquelle je veux insister maintenant, c'est que les franges colorées sont produites par l'interférence. Première fois dans l'univers que quelqu'un emploie ce mot-là dans ce contexte-là, interférence ici, de deux morceaux de lumière. Et je pense que même les gens qui ont beaucoup de préjudices ne pourront pas nier que ma proposition est prouvée par les expériences que je vais maintenant vous raconter. Ces expériences, on peut les répéter soi-même avec beaucoup de facilité, dès qu'il y a du soleil, et sans spécialement avoir besoin de beaucoup de matériel. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous rentrez chez vous, vous les faites ces expériences, il n'y a aucun problème. Non, c'est vrai, hein, il n'y a aucun problème. Expérience 1. J'ai fait un petit trou dans un volet de fenêtre, paf, et j'ai mis dessus, je l'ai recouvert avec une pièce de papier épais, que j'ai perforé avec une petite épingle. Ça, vous êtes capable de faire. Vous prenez un carton de bière, d'accord, toc, vous faites un petit trou avec une épingle dedans, vous mettez ça sur un carreau, voilà, vous avez une source de lumière. Pour plus de convénients, pour que ce soit plus pratique, j'ai mis un petit morceau de verre devant le trou, pour que ça renvoie la lumière du soleil dans une direction presque horizontale. Donc il a mis un petit miroir pour que la lumière du soleil arrive pas et reparte horizontale. Donc il a du coup un faisceau de lumière horizontale. Et donc que ça arrive sur le mur opposé et pour que ça produise un cône de lumière divergente qui arrive au niveau d'une table. Donc vous voyez le truc, hein? Ici on fait un trou dans le rideau, là, il y a le soleil qui est derrière, on va mettre un miroir pour envoyer la lumière du soleil vers le trou, ça dépasse le trou, et au nom où on se retrouve ici avec un faisceau de lumière qui arrive comme ça. C'est là où l'expérience va commencer. Il avait mis sur la table quelques petits écrans en papier. En fait, c'est quasiment vous pouvez faire ça avec des cartes à jouer. J'ai amené les rayons du soleil sur un des morceaux de carte.
sur une des cartes qui faisait 1/30 d'épaisseur, 1/30 de pouce d'épaisseur. Donc en fait la carte il la met comme ça. Si vous avez une carte à jouer, c'est une grande carte à jouer, donc la lumière arrive et il la met comme ça. Voilà, donc la lumière arrive ici. Donc elle va passer d'un côté et de l'autre de la carte à jouer. Et quand on fait ça, ben voilà, à côté des franges de couleurs qu'on voit de chaque côté de l'ombre, déjà on voit ça effectivement, on voit des franges de couleurs, l'ombre elle-même est divisée par des franges parallèles du même type, de plus petites dimensions et dont le nombre dépend de la distance à laquelle l'ombre est observée. Ce qu'il est en train de vous dire, vous prenez la carte que vous avez mise comme ça, la lumière qui arrive, vous mettez l'écran là, et là sur l'écran vous allez voir, dans l'endroit où normalement il y aurait l'ombre, vous allez voir tout un tas de franges verticales. Ça marche super bien. Alors, moi je ne l'ai jamais fait avec la lumière du soleil, parce que c'est un peu pénible, mais je l'ai déjà fait avec une démonstration de cours quand je donnais le cours d'optique ondulatoire, avec juste un laser, un jeu de cartes, et vous sortez une des cartes du milieu, stock, comme ça, vous posez ensuite le jeu de cartes entier avec la carte qui dépasse devant le laser arrive dessus, la carte sépare le laser en deux, ça fait effectivement la même figure que celle que vous connaissez sous le nom de la figure des trous d'ion ou des fentes d'ion. C'est vraiment exactement ça. Ça se passe comme si du coup vous aviez deux sources qui étaient de chaque côté de la carte à jouer et on voit les interférences. Donc ça, il le fait comme ça, Jung, c'est comme ça qu'il les présente la première fois. Donc après, ça je le mettrai aussi sur Moodle si ça vous amuse d'aller voir, il décrit d'autres expériences du même type. Mais voilà, c'est en 1803 où il commence à proposer des expériences d'interférence. C'est ça, encore une fois, personne ne l'avait jamais vu avant lui. Jung, donc, il était, donc je vous ai dit, c'était quelqu'un qui faisait plein de trucs, qui était intéressé par beaucoup de choses, et il n'avait pas forcément beaucoup de matériel, et il était obligé d'être malin du coup. Donc là, vous voyez, il a effectivement pris un jeu de cartes, un trou dans le mur, et il a réussi à montrer en optique quelque chose que personne n'avait jamais vu avant lui, quoi. C'est aussi pour vous dire que c'est pas ce qui limite à cette époque-là, ce qui limite les avancées de l'optique et la compréhension de l'optique, c'est pas la technologie, c'est pas le fait d'avoir des instruments nouveaux ou des sources de lumière nouvelles et tout ça. Ça va jouer après, mais là non. C'est juste d'être capable de penser à faire cette expérience, de penser à aller regarder dans l'ombre précisément ce qui se passe. Et pour ça, Jung, c'est vraiment du coup, le pionnier des interférences. Et c'est pas lui qui ira le plus loin dans ça, mais c'est vraiment lui du coup qui le premier a fait ça. Dans le même article, un peu plus tard, en 1804, dans un article ultérieur, il explique aussi ce qu'on appelle les arcs surnuméraires de l'arc-en-ciel. Alors là, c'est un petit peu à côté de l'histoire que je vais vous raconter, mais je tiens vraiment à vous montrer ça. Vous savez ce que c'est que les arcs surnuméraires? C'est un truc de fou. Mais vraiment, quoi. Les arcs surnuméraires, c'est ça. Alors, c'est assez rare. Il faut faire attention. Alors, c'est extrêmement, extrêmement rare de les voir aussi bien que ça. Là, vraiment, là c'est vraiment un truc de fou. Typiquement, on peut en voir 4 ou 5 comme ça, et ça arrive, donc particulièrement quand il y a de l'orage, quand c'est des arcs-en-ciel d'orage. L'explication de ça, donc vous vous rappelez que l'arc-en-ciel, l'explication, c'est les réfractions à l'intérieur de la goutte qui font de la dispersion. Le bleu et le rouge ne sont pas réfractés de la même manière à l'intérieur de la goutte. Et quand les gouttes sont suffisamment petites, il y a un effet d'interférence qui joue. C'est-à-dire que, par exemple, si vous considérez la lumière jaune, là, dans la direction où vous avez le maximum de jaune, vous avez un effet d'interférence qui fait que les rayons qui arrivent dans votre œil peuvent, à certains angles, se combiner et interférer constructivement, et à d'autres angles, interférer destructivement. Donc là, il faudrait faire un schéma pour expliquer ça vraiment très en détail, je ne vais pas le faire ici. Simplement, à partir du moment où Jung a compris ce que c'était que des interférences, il applique ça à l'arc-en-ciel, effectivement, il arrive à expliquer ça. Donc c'est le premier aussi qui l'explique. Quand vous voyez des arcs-en-ciel, cherchez ça, regardez. Alors, pour bien le voir, il faut que les gouttes aient à peu près toute la même taille. Un arc-en-ciel normal, comme celui-là, son aspect ne dépend pas de la taille des gouttes. C'est pour ça qu'on le voit très bien, et souvent, vous avez des petites gouttes, des grosses gouttes, toutes les gouttes contribuent de la même façon. Avec les arcs surnuméraires, vous avez des petites gouttes qui font des franges très serrées, des grandes gouttes qui font des franges très étalées, et si vous avez des gouttes de toutes les tailles, l'effet, ça se brouille et puis on ne voit plus rien.
Donc il faut des conditions météo qui fassent que les gouttes soient toutes de la même taille. Et ça, il se trouve que des nuages, des arcs-en-ciel d'orage, c'est un peu plus facile à faire. Et vous allez tous en voir plusieurs fois dans votre vie, hein, si vous faites attention, il suffit de regarder les arcs-en-ciel. Vas-y. Il y a les couleurs. Alors, effectivement, il y a un système d'arcs surnuméraires par couleur, mais en fait, dans l'arc-en-ciel, le jaune, il est vraiment beaucoup plus visible, parce que déjà, la lumière du soleil, elle est quand même plutôt jaune, donc c'est là où il y a le plus de lumière. Notre œil est aussi plus sensible au jaune, et en fait, les autres couleurs, l'œil ne les voit pas. Elles y sont. Il y en a aussi dans le rouge, il y en a aussi dans le bleu, mais alors là c'est une photo, donc la photo n'était pas sensible au niveau des couleurs pour ça, même en direct, l'œil ne les voit pas simplement. Pour la même raison que là, quand on vous aviez regardé tout à l'heure les anneaux là-dedans, vous aviez vu des anneaux noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, en fait c'est des couleurs aussi. Hein. Si vraiment c'est très bien éclairé, on voit des couleurs là-dedans, simplement là c'est pas assez lumineux pour qu'on les voit. Et donc Jung, il propose aussi l'expérience des trous de Jung, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc l'expérience des trous de Jung, hein, donc ça c'est aussi la première fois où on a un moyen répétable et facilement de voir des interférences. Il propose aussi une théorie d'avision des couleurs. C'est le premier qui pense qu'il y a 3 types de récepteurs dans l'œil. Donc son raisonnement c'est de dire si la lumière effectivement c'est une onde avec différentes fréquences, voilà, chaque couleur correspond à une fréquence. Il dit dans l'œil, il ne va pas y avoir un détecteur par fréquence, c'est pas possible, il faudrait des milliards de détecteurs différents, donc probablement la nature a adopté un truc économique, il a mis quelques capteurs, et lui il pense qu'il y en a 3 pour diverses raisons. Alors il ne prend pas les bons, je crois qu'il prend jaune, rouge et violet, un truc comme ça, alors que c'est plutôt rouge, vert et bleu dans notre œil, mais il a en tout cas l'idée que voilà, il y a juste trois types de récepteurs dans l'œil. Et alors, pour quasiment arriver sur la fin de ce que je vous racontais ici, un des grands personnages qui va intervenir là-dedans, c'est Augustin Fresnel. J'en ai déjà parlé un petit peu de Fresnel quand je vous ai fait le panorama rapide l'autre fois. Augustin Fresnel, donc lui c'est un Français, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, qui donc à Polytechnique a pu être l'élève de ces gens-là, là, Poisson, Legendre, Monge. Lui, vous le connaissez en maths peut-être. Donc Poisson, vous connaissez l'équation de Poisson, ouais, voilà, c'est lui. C'est plutôt un matheux aussi, il va revenir dans deux transparents là. Voilà. Augustin Fresnel aussi à cette époque-là rencontre Arago, François Arago, donc, le gars de tout à l'heure qui faisait ses expériences avec les prismes. François Arago qui a une position importante à l'Académie des sciences aussi, qui a du pouvoir scientifique. Donc, avoir l'oreille d'Arago, c'est pas mal pour Fresnel. Il ne cherchait pas spécialement le pouvoir politique, mais voilà, il se trouve qu'il connaissait Arago, donc ça va un petit peu simplifier la diffusion des idées qui va les polytechniciens, c'est des gens qui font plutôt des boulots d'ingénieurs, a priori, donc vous voyez effectivement ingénieur des ponts et chaussées. Il est nommé en 1813 à Nyons, donc pas très loin d'ici, dans la Drôme. Et à cette époque-là, il commence à s'intéresser à l'optique. Il n'en avait pas fait avant. 1813, le gars il se dit tiens, l'optique ça a l'air cool. Vous allez voir en gros en 1815 il révolutionne le truc. 1813, voilà. Et là il écrit à son frère, donc ça date de 1814, là, le bout de lettre qui est ici, et il lui dit abonne-moi aux annales de chimie à partir du 1er janvier, si tu trouves un moyen de m'envoyer la dernière édition physique de HAU, donc c'est un autre truc, envoie-la-moi sur le champ. Je voudrais bien aussi avoir les mémoires qui me mistent au fait, parce qu'il utilise le subjonctif quand même ce gars-là. Je voudrais bien avoir les mémoires qui me mistent au fait des découvertes des physiciens français sur la polarisation de la lumière. J'ai vu dans Le Moniteur, il y a quelques mois, que Biot avait lu à l'Institut un mémoire fort intéressant sur la polarisation de la lumière. J'ai beau me casser la tête, je ne devine pas ce que c'est. En même temps, il ne va pas deviner ce que c'est, on est peut-être fort, mais... Donc voilà, il s'intéresse, il en demande à avoir des journaux. Quand il fait ça, il est un peu mis à résidence pour des raisons politiques. À cette époque-là, 1800, 1810, 1820, c'est un peu compliqué en France. Hein. Il y avait la royauté, il y a Napoléon, puis il y a un roi, puis de nouveau un autre Napoléon qui revient. La Restauration, le gars qui n'est pas avec les bonnes personnes à un moment donné, voilà, il est en défaveur, et puis c'était le cas. Puis après, c'est l'autre qui revient, donc ah tiens, c'est bien, on te redonne ton boulot. Donc lui, il était un petit peu pris dans ça, et il s'est retrouvé du coup pendant quelques mois en tout cas, chez lui,
Newton, c'est à cause de la peste, lui, c'est à cause de la politique. Et il s'est mis à faire des expériences d'optique à ce moment-là. Et effectivement, en 1815, il fait ses premiers travaux d'optique. Il étudie notamment la diffraction parce que ça l'amuse. Et je vous avais déjà raconté un petit peu la manière dont il fait ça. Lui, il n'a pas beaucoup de matériel non plus. Et donc, pour faire une source lumineuse de petite taille, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un trou dans un bout de bois et il met une goutte de miel là-dedans. Et voilà, cette goutte de miel, ça fait une lentille et ça fait du coup l'image du soleil. C'est un truc très très petit. Et il peut du coup avoir une source de petite dimension et étudier la diffraction de manière précise. Donc lui, ce n'est pas les interférences qui l'intéressent a priori, il ne connaît pas encore ce phénomène-là, mais c'est vraiment la diffraction, qui sont des phénomènes aujourd'hui, vous savez, qui sont très reliés, et Augustin va le montrer. Augustin, comme si c'était mon pote, pardon, Fresnel. Fresnel va le montrer. Alors ça se passe après que Jung ait publié tous ses papiers, mais Augustin Fresnel n'a pas lu Jung parce qu'il ne parle pas l'anglais. Donc voilà. Alors il y a bien Arago qui lui dit de temps en temps, mais regarde Jung, il a fait des trucs aussi, regarde machin. Fresnel, ouais, ok, il n'ose pas trop dire, mais on peut juste pas. Donc ceci dit, il communique beaucoup avec Arago. Il trouve assez rapidement des choses intéressantes sur la diffraction, donc il le dit à Arago. Arago est assez impressionné par ce gars et va effectivement transmettre ses idées à l'Académie, puisque Arago est à l'Académie. Alors justement, je vais parler un tout petit peu de l'Académie des sciences. Là c'est pour la France, il y a l'équivalent en Angleterre, mais pour l'Académie des sciences françaises. L'Académie des sciences, c'est un institut en France qui a pour but en gros de diffuser la science et de la promouvoir, mais aussi de la diriger. Donc, je vous donnerai un petit peu tout à l'heure les statuts de l'Académie des sciences, enfin un des statuts liés à ça, mais bon. Donc une des choses que faisait l'Académie des sciences, c'était de proposer des concours. Donc il donnait des sujets ouverts, tous les scientifiques pouvaient contribuer, ensuite les gens répondaient à ça en rédigeant des mémoires, les soumettaient à l'Académie, l'Académie décidait lequel était le mieux et délivrait le prix au meilleur des réponses. Des fois il n'y avait pas de réponse, parce que c'était des sujets où tout simplement les gens ne savaient pas. Voilà. Et donc dans ces années-là, 1816, l'Académie des sciences met au concours le sujet suivant. Déterminer par des expériences précises tous les effets de la diffraction des rayons lumineux, directs et réfléchis, près des extrémités d'un ou plusieurs corps détendus, soit limités, soit indéfinis, en tenant compte de l'écartement de ces corps, comme de la distance du foyer lumineux d'où émanent les rayons. En gros, étudier la diffraction en détail. Et déduire de ces expériences, au moyen de l'induction mathématique, les mouvements des rayons dans leur passage près des corps. Alors ça, il faut décrypter un petit peu, parce que ça a l'air d'être un sujet disant, étudiez la diffraction et faites ce que vous voulez. En fait, les gens de l'Académie des sciences à l'époque-là, ils avaient une idée derrière la tête. C'est-à-dire que l'essentiel des gens qui étaient à l'Académie des sciences, des savants, c'était des gens qui étaient pro-newtoniens. Il y avait eu notamment Laplace, qui était chef de l'Académie des sciences à ce moment-là, enfin, il y a quelques années avant en tout cas, qui avait eu vraiment beaucoup d'emprise sur toute l'Académie, et qui avait en gros dirigé la science française pour essayer de faire que la science devienne quelque chose de newtonien, c'est-à-dire basé sur les forces, qu'on comprend avec le principe fondamental de la dynamique, et tout devait être basé là-dessus. Et les gens qui étaient à l'Académie en 1816, là, c'était des gens qui étaient encore dans cette tendance-là, et donc les gens étaient vraiment très pro-newtoniens, très théorie corpusculaire de la lumière, et l'idée de ce concours-là, c'était d'essayer de pousser les gens à proposer des théories corpusculaires de la diffraction. Parce que la diffraction, c'était le phénomène qui échappait encore à ça. La théorie corpusculaire expliquait plein de phénomènes lumineux, mais pas la diffraction. À l'époque, d'ailleurs, la théorie ondulatoire non plus ne l'expliquait pas. La diffraction, c'était un truc pas expliqué. Donc, ils se sont dit, on va proposer ça, et du coup, on aura une bonne... Quelqu'un va bien réussir à nous faire une bonne description corpusculaire de la diffraction. Manque de bol, non, personne ne le fait, parce que c'est extrêmement difficile à faire. Par contre, Fresnel, sur les conseils de Arago, qui, entre 1810, le moment où il faisait ses expériences avec les prismes, et 1815-1816, le moment où Fresnel commence à rapporter ses expériences, lui s'est converti à l'école de l'optique ondulatoire. Là, il est vraiment subjugué par ce que fait Fresnel, c'est vraiment bien. Donc, voilà. Donc, il incite Fresnel à écrire un mémoire pour ça, et Fresnel remporte effectivement le prix. Donc, c'est pas ce qu'attendait l'Académie des sciences, mais bon, c'était le travail de qualité sur le livre. Alors, il y a eu quelques résistances. Ah oui, non, j'aurais dû mettre avant ça.
C'était un point de détail sur effectivement les statuts de l'Académie des sciences. Ça, c'est ce que publie l'Académie des sciences, donc c'est des statuts qui sont publics, anciens, voilà. L'Académie des sciences sert en particulier à tout ça, à participer à la vie scientifique en publiant des choses, en présentant lors des séances publiques les travaux originaux d'exposés de synthèse, et voilà, c'est attribuer des prix et des subventions aux chercheurs et auteurs qu'elle juge opportun d'encourager et de récompenser, et par la mise au concours de recherche sur des sujets donnés. Donc c'est ça qui s'est passé dans le cas de la diffraction. Il y a là-dedans, l'Académie des sciences, elle a un rôle important sur la direction que va prendre la science finalement, parce que c'est pas juste, voilà, les chercheurs font un peu ce qu'ils veulent et puis tout le monde développe les idées comme il le veut. Voilà, ils proposent des choses, ils proposent pas n'importe quoi, ils incitent les chercheurs à chercher par là. Voilà, là c'est la diffraction qu'on veut faire, tout à l'heure je parlais de polarisation, voilà. Il y a un rôle important des personnes qui sont dans l'Académie des sciences et en particulier qui dirigent l'Académie des sciences. Le fait que Laplace, par exemple, ait eu un rôle important dans l'Académie des sciences, ça veut dire que Laplace, il n'a pas mis au concours n'importe quoi, il n'a pas attribué les prix à n'importe qui, et donc il a réussi à diriger la recherche et à la faire aller dans la direction qu'il voulait. Et ça, en fait, ça a toujours été le cas, ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est plus du tout l'Académie des sciences qui décide de quoi que ce soit, enfin, pas à ce niveau-là en tout cas. Aujourd'hui, la recherche qui correspondrait à tous ces domaines-là, ça serait de la recherche fondamentale, qui serait faite par des instituts publics, où là aussi, de la même façon, les gens sont dirigés aussi, on les incite à chercher plutôt dans cette direction-là que dans d'autres, là aussi en donnant de l'argent sur des projets plutôt qu'à d'autres, etc. Donc là, voilà, ça c'était il y a 200 ans, et c'est pas très différent de ce qui se passe maintenant. Alors, je reviens sur celui d'avant, j'en étais là avec le concours de la diffraction, sur la diffraction et puis le prix de Fresnel. Il y a eu un petit épisode assez marrant sur ça, c'est le point de Poisson. Donc, Poisson, c'est le gars qui est là, Siméon Denis Poisson, donc c'est un mathématicien, qui était vraiment favorable à l'hypothèse corpusculaire, et qui est une des personnes chargées d'examiner le travail de Fresnel pour le juger et savoir s'il va avoir le prix ou pas. Et donc il signale un truc bizarre. Il regarde les calculs de Fresnel, parce qu'il y en a beaucoup. Il dit, si j'en crois ces calculs, quand je regarde dans l'ombre d'un disque, je prends un disque, je mets une source de lumière, je regarde dans l'ombre du disque, au centre de l'ombre, il devrait y avoir un point. Ça devrait ressembler à ça. L'ombre d'un disque correctement, enfin juste illuminé par une source ponctuelle, on dirait ça comme ça aujourd'hui, ça devrait ressembler à ça. Ça là, c'est une figure que j'ai calculée en prenant le principe de Huygens-Fresnel, et puis voilà, en appliquant les lois de la mécanique ondulatoire. Les lois de l'optique ondulatoire que vous connaissez, ça permet de calculer avec une intégrale de Fresnel l'intensité partout. Donc voilà, ça donne ça quand on fait le calcul, et effectivement au centre ici on a un point lumineux. C'est ça qu'on appelle le point de Poisson. Donc Poisson se dit, l'hypothèse de Fresnel nous indique ça, c'est pas le cas dans la réalité, donc déjà il y a un problème là, ça ne peut pas être vrai. Arago, donc, qui était, je vous rappelle quand même du côté de Fresnel, dit en fait faisons l'expérience. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé précisément ce truc? Il fait l'expérience et il voit ça. Si vous faites l'ombre d'un disque avec une source ponctuelle, vous regardez suffisamment précisément, il faut que le disque soit quand même suffisamment petit, mais un disque de quelques millimètres de côté, voilà, vous allez vraiment observer le point qui est ici. Et donc du coup, l'objection de Poisson devient un point vraiment très fort pour la théorie de Fresnel. La théorie de Fresnel décrit un truc que personne n'avait jamais vu, et qu'on observe effectivement quand on fait l'expérience. Alors, que personne n'avait jamais vu, à rebours, Arago se rend compte que ce phénomène avait déjà été observé. Un siècle plus tôt, des gens avaient remarqué, tiens, au centre de l'ombre d'un disque, bien éclairé, on a un petit point. Alors, à l'époque, les gens vont dire, ok, super, on passe à autre chose. Voilà, c'était pas simplement à cette époque-là, les gens n'étaient pas mûrs pour en faire quelque chose, ça a été observé, mais voilà, personne n'était vraiment intéressé par ce truc. Voilà. Quand Fresnel est arrivé, c'est arrivé comme une prédiction en fait, de sa théorie, et du coup, ça a effectivement eu un poids super important. Alors, vraiment le tout dernier point que je veux aborder ici maintenant, c'est la polarisation. Ça ne va pas être très long, simplement le point important à cette époque-là sur la polarisation, c'est Malus, Étienne Louis Malus,
qui répond lui aussi à donc un physicien, hein, qui répond lui aussi à un concours proposé par l'Académie des sciences, cette fois-ci sur le sujet suivant: donner de la double réfraction que subit la lumière en traversant diverses substances cristallisées, une théorie mathématique vérifiée par expérience. Donc la double réfraction, c'est le truc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la biréfringence aujourd'hui. Là, vous avez regardé tout à l'heure un texte à travers ça, vous avez vu que c'était dédoublé. Bon. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dans la théorie corpusculaire, n'était pas non plus très facile à expliquer. Dans la théorie ondulatoire non plus. Huygens avait fait des choses intéressantes sur ça, mais ça c'est quelque chose à explorer. Donc l'Académie des sciences met ça au concours, et c'est Malus qui, en 1810, effectivement remporte le prix. Et une des choses qu'il montre, c'est que la réflexion peut avoir le même effet que la traversée d'un corps biréfringent. Je m'explique. Quand vous avez posé tout à l'heure le corps biréfringent ici sur un texte, vous avez vu que chaque lettre était dédoublée. Donc vous avez en fait une image avec de la lumière qui suit un certain trajet dans le corps, et puis une autre image où la lumière suit un autre trajet. On peut séparer ces deux lumières-là. Si par exemple, au lieu d'une lettre, on met un point lumineux, vous aurez dans le cristal biréfringent, vous aurez deux rayons lumineux différents qui vont se propager, et on peut les séparer spatialement. On a un petit miroir pour en capter un, et puis l'autre on laisse passer. Voilà. Et ces deux rayons lumineux-là, donc ils ont des propriétés, ils ont quelque chose qui fait que y en a un qui passe qui suit un chemin et l'autre qui suit l'autre dans le cristal biréfringent, et on ne sait pas à l'époque quelle est cette propriété-là. Donc vous avez le cristal qui est ici, vous envoyez un rayon lumineux, le cristal le sépare en deux. Vous prenez un des rayons lumineux individuels maintenant et vous remettez un cristal biréfringent derrière, vous apercevez que ce rayon n'est plus dédoublé. D'accord ? Il se propage, il est réfracté là-dedans et puis il ressort, voilà. Et si vous mettez le cristal sur l'autre rayon lumineux, c'est pareil. Donc en fait, ce que fait finalement le cristal, c'est qu'il sépare, dans la lumière incidente, il sépare un type de lumière et un autre, et chaque type de lumière ensuite se réfracte d'une certaine manière, mais n'est pas lui-même à son tour séparé en deux par de la biréfringence. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est que la propriété qui est due à ça aujourd'hui ? C'est la polarisation. Hein. On a deux polarisations différentes de la lumière. Ce que ça fait, c'est qu'une polarisation passe là, l'autre passe là, et ben voilà, une fois que la lumière est polarisée, elle l'est, et le cristal, du coup, fait se propager cette polarisation d'une manière. Alors de façon moderne, voilà comment on montrerait effectivement ça. Donc là, j'ai posé un cristal biréfringent sur un livre, un excellent bouquin d'ailleurs. Et donc on le regarde à travers une lame polarisante, un polariseur. Voilà. Et je tourne le polariseur autour de son axe et on voit apparaître une des images et disparaître l'autre et vice-versa. Donc quand on tourne le polariseur d'un angle de 90 degrés, une image fait place à l'autre. Voilà. Malus réalise qu'on peut aussi créer un rayon lumineux qui a la même propriété que... Vas-y. Quand les rayons lumineux ils arrivent, ils sont polarisés dans n'importe quel sens. Oui. Comment c'est fait pour choisir lequel rayon? En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cristal, tu as une polarisation qui se propage avec un indice de réfraction donné, et une autre polarisation qui se propage avec un autre indice. De manière microscopique, en termes modernes, on sort de l'histoire, en termes modernes, quand la lumière arrive sur un cristal, comme ça, là, le cristal est fait d'atomes qui sont reliés les uns aux autres. On peut les modéliser comme étant reliés par des ressorts, hein, c'est un peu ce qui se passe là-dedans. La lumière incidente, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait bouger les atomes. Donc tu as une lumière, si tu as une lumière polarisée comme ça, elle fait bouger les atomes dans ce sens-là. D'accord ? Donc c'est les ressorts, la raideur des ressorts dans ce sens-là qui va jouer. Et la façon dont la façon dont les atomes sont mis en mouvement, c'est ça qui détermine la manière dont le rayon lumineux se propage pour cette polarisation-là. Si les atomes ont des raideurs différentes dans ce sens-là et dans ce sens-là, genre ici tu as des ressorts tout mous et là tu as des ressorts tout durs, genre si le corps il est anisotrope, il n'est pas lié de la même façon à tous ses voisins, une polarisation verticale, ça va mettre bien en mouvement le truc parce que les ressorts sont tout mous, donc là les atomes ils vont bien bouger. Alors que dans ce sens-là, ça va être plus dur. Une polarisation dans ce sens-là va faire moins bouger les atomes. Et donc ça veut dire que la polarisation de ce sens-là ne va pas avoir un milieu qui a les mêmes propriétés qu'une polarisation comme ça. Du coup, ça ne se propage pas de la même manière. Mais il y en a plusieurs, dans tous les sens. Une polarisation quelconque, on peut toujours la décomposer sur deux axes. Ouais. Une dans un sens plus une dans l'autre. Et ça se ramène toujours à deux en fait. Tu n'as que deux polarisations indépendantes.
Un truc qui bouge dans tous les sens comme ça, tu peux le décomposer en quelque chose qui bouge dans cette direction-là et quelque chose qui bouge dans cette direction-là. C'était ça ta question? Ouais. Ok. Et donc ce que Malus montre, c'est que par réflexion, on peut aussi créer un rayon qui va ensuite ne plus être séparé en deux par un cristal biréfringent. Ce qu'on dirait aujourd'hui par la réflexion peut polariser de la lumière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, absolument pas du tout avant, et c'est quelque chose qu'il faut se mettre à expliquer. Donc lui, Malus, il est plutôt aussi du côté corpusculaire, il va proposer une explication corpusculaire. Biot aussi, BIOT, va aussi proposer une explication corpusculaire de ça. Et je vous montre ici. Donc là, je reviens sur Malus. Malus interprète donc le résultat que je viens de parler dans le cadre de l'optique corpusculaire. Donc il arrive effectivement à l'expliquer comme ça. Et la manière dont il le fait, c'est ça. Il se dit, voilà, les corpuscules, ils ont comme les aimants, ils ont des pôles. Et ils peuvent s'aligner dans des directions préférentielles. Quand vous avez un corpuscule de lumière qui arrive sur le cristal, et ben il s'aligne comme ça, ou bien il s'aligne comme ça, puis après il se propage avec son alignement. Et ça, donc il emploie vraiment le mot de pôle. Hein. Les corpuscules ont des pôles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de lumière polarisée. Polarisée, c'est vraiment un résidu de ça, de ce vocabulaire, de l'optique corpusculaire, où les corpuscules ont des pôles de la même manière que les pôles magnétiques. Et donc avec cette lumière faite de corpuscules polarisés, Malus arrive à expliquer à la fois la propagation dans les biréfringents, mais aussi le fait qu'une réflexion puisse polariser de la lumière. Alors, Fresnel s'intéresse du coup aussi à cette polarisation, et Fresnel il montre que le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire, il faut rappeler c'est les deux de tout à l'heure, hein, celui qui passe et puis celui qui va à côté, donc les deux rayons qu'on arrive à séparer. Si on les remet ensemble et qu'on essaye de faire des interférences avec, on ne peut pas. On ne peut pas faire interférer ces deux rayons entre eux. Donc ça c'est un résultat aussi nouveau. Et l'interprétation qu'il en donne, c'est que les vibrations lumineuses sont transverses, et ça c'est vraiment le truc fondamental de l'époque. En tout cas l'apport de Fresnel. Habituellement, quand vous avez un milieu et que vous avez une onde dedans, les ondes sont longitudinales, c'est-à-dire le son c'est longitudinal, je parle, ma voix exerce une pression sur l'air, chaque lame d'air met en mouvement la suivante, etc. Mais le mouvement se fait dans le sens de la propagation. Et ben, pour Fresnel, la lumière, c'est pas le cas, les déplacements, s'il y en a, se font dans la direction perpendiculaire au mouvement. C'est comme une corde tendue. Vous faites ça sur une corde tendue, vous avez une ondulation qui se propage comme ça. Le mouvement de propagation de la corde il est dans ce sens-là, alors que l'onde elle va dans cette direction-là. C'est une onde qui est transverse. Quand une onde est transverse, on peut avoir du coup deux polarisations différentes. La corde, je peux la bouger dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Donc il imagine que, Fresnel se dit, ce fait expérimental-là me dit qu'effectivement il y a deux manières différentes d'onduler pour la lumière. Et ça, c'est possible si les vibrations lumineuses sont transversales. Donc cette hypothèse, elle est vraiment très mal reçue. Hein. Les gens trouvent ça débile et ça va mettre du temps à prendre. Hein. C'est effectivement le cas, il a raison sur ça. Et ça complique aussi la structure de l'éther, parce que ça veut dire, en fait, des cordes dans lesquelles on a des oscillations transversales, on n'en connaît pas beaucoup. Donc on a des cordes, mais évidemment la lumière n'est pas faite avec des cordes. Voilà. Dans un gaz, il n'y a pas d'ondulation transversale. Si vous prenez des atomes d'un gaz et que vous les bougez comme ça ne va pas mettre en mouvement ceux d'à côté. Dans les solides, ça c'est le cas. Dans les tremblements de terre, c'est essentiellement... il y a plusieurs types de tremblements, mais vous avez des tremblements longitudinaux, mais aussi des tremblements transversaux dans le sol. Donc ça c'est le cas. Ou dans les fluides qui sont très visqueux. Donc il faudrait imaginer que l'éther est du coup ou bien un solide, ça commence à être un peu bizarre, ou bien un liquide très visqueux, ce qui est aussi très bizarre. Je vous rappelle qu'il faut que les planètes elles se déplacent facilement là-dedans. Et enfin, en fait, Fresnel, ça se résume là. Hein. Fresnel, il a tout compris. Ce que vous apprenez aujourd'hui en optique ondulatoire, c'est Fresnel. Vraiment tout. Il avait tout compris. À une époque où les gens ne savaient pas ce que c'était que les ondes. Hein. L'équation des ondes et tout ça, c'est après. Hein. Donc il a vraiment tout inventé, tout découvert. Donc il a introduit ces dispositifs-là, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais ça vous l'avez peut-être manipulé en TP. Il a introduit la notion de cohérence spatiale, cohérence temporelle, qui vous pose beaucoup de problèmes, et c'est normal, c'est une notion
subtil, je ne vais pas du tout y revenir maintenant, mais voilà, c'est lui qui introduit ça aussi, et ça il le comprend vraiment parfaitement. Donc ça c'est aussi assez étonnant parce que c'est quelque chose dont personne n'avait la moindre idée avant, c'est vraiment ça lié aux ondes, et les gens ne connaissaient pas très bien les ondes, et lui il a compris ça. Donc c'est vraiment étonnant de voir, pour un gars qui là 2-3 ans après n'avait pas du tout entendu parler du sujet, respect. Hein. Il introduit aussi l'entraînement partiel de l'éther, l'hypothèse dont je vous ai parlé quand j'ai parlé de la vitesse de la lumière et de sa mesure dans le verre. Et là, ça va m'amener trop loin, je ne vais pas vous en dire plus que ça. Je vais probablement m'arrêter là. Non, simplement vous dire ça. Et puis je m'arrêterai sur ce transparent du coup. Pour résumer un petit peu ce qui va se passer dans le siècle d'après, on pourrait se dire, ben voilà, Fresnel, il a tout compris, c'est bon, les gens se rallient à sa cause. Pas du tout. Vraiment pas du tout. La théorie de l'émission, c'est-à-dire la théorie corpusculaire, elle va rester en vogue encore quelques décennies, même si Young et Fresnel ont fait du super boulot, ben voilà, il y a toute une inertie derrière. Voilà. Arago lui-même, hein, qui est pourtant une des personnes qui a soutenu Fresnel, il va de temps en temps parler de corpuscules aussi, quand il n'est pas obligé de parler de... Quand il a le choix, en fait, quand ça ne fait pas de différence qu'il parle de l'un ou de l'autre, eh ben, il va parler plutôt d'optique corpusculaire, parce que son entourage est plus réceptif à ça, et puis que voilà, ça va lui poser moins de problèmes. On va moins venir embêter à des discussions sans fin sur ça, alors que ce n'est pas son propos. Ce qui va vraiment faire trancher le débat, c'est les mesures de la vitesse de la lumière dans l'eau, là, en particulier le fait que la vitesse de la lumière soit plus faible dans l'eau que dans l'air. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous dit, ok, la lumière est une onde. Toutes les théories corpusculaires proposaient que la lumière aille plus vite dans le verre ou dans l'eau d'ailleurs que dans l'air. Donc les expériences dont je vous ai parlé l'avant-dernière fois là, de mesure de la différence de vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air, voilà, ça tranche le débat, et à partir de 1850, les gens donc, adoptent la théorie ondulatoire. Il reste encore des problèmes liés à tout ça, mais du coup je m'arrête ici parce que sinon si je m'embarque dans la suite, c'est sûr que je vais dépasser, et la suite je la recyclerai d'une manière ou d'une autre. Je voulais vous parler aussi de l'éther, comment les gens avaient envisagé ça, mais j'en parlerai quand je parlerai de relativité. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui.